Alors, premier exercice donc, qui était proposé. Alors, on est en abstraction, grand E en espace vectoriel, on a une base E1, E2, E3. Bon, voilà, pourquoi pas. Et on a un automorphisme qui est défini par les images de U2.1, U2.2, U2.3. Alors, petit rappel, donc là c'est sous-entendu, les images des vecteurs d'une base déterminent entièrement petit u. Donc là, ce genre d'énoncé, c'est classique. Première question, on veut la matrice de U dans cette base, et on va en déduire le noyau de U et l'image de petit u. Alors là, la matrice, on prend le truc standard, je vais l'entourer ce qu'il faut. Donc on est censé placer en colonne U2.1, U2.2, U2.3, qu'on va exprimer en fonction de E1, E2, E3. Alors exprimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner les coordonnées de chacun de ces vecteurs en fonction de la base des EI. Alors ici, c'est facile, par exemple U2.1, E2 moins E3, donc 0, E1, une fois E2, moins 1 fois E3. Et ainsi de suite. Attention à l'ordre. Alors, quand j'ai discuté avec des gens, quand j'ai discuté avec vous en groupe de TD, j'ai pas trop eu l'impression qu'il y ait de soucis. C'est bien les colonnes qui sont les vecteurs U2.1, U2.2, U2.3. Ensuite, si on veut déterminer le noyau de petit u. Alors, il y a deux manières de procéder. Donc là, la manière qui a été choisie, c'était de partir d'un vecteur petit v de grand E. Donc ça, c'est bien. Et ça, bien sûr, c'est incontournable. On va considérer ces coordonnées x1, x2, x3. Autrement dit, on a cette relation-ci. Au niveau du calcul, dire que petit v est dans le noyau. Alors, je peux peut-être rajouter un tout petit truc pour l'interprétation. Hop, je prends mon stylet. Donc ceci, c'est équivalent à dire que grand A fois x1, x2, x3 est égal à 0, 0, 0. Donc ça, c'est la traduction de départ qui est d'ici directement utilisée. Alors, là, vu que les notations étaient bien posées, il n'y a pas trop de soucis, on voit le principe. Peut-être faire appel à la matrice, c'est peut-être un petit peu plus précis par moment. Donc on fait le calcul, je passe patati patatouf, on tombe sur x1 égale x2 égale x3. Donc ça, ok, pourquoi pas. Une fois qu'on arrive là-dessus, bon, là réflexe, là maintenant il faut commencer à piger le truc. Ce qu'on veut, nous, c'est des bases. Dès qu'on croise l'espace vectoriel, lorsqu'on est dans un contexte dimension finie, on essaye d'en trouver une base. Donc ici, alors là, la personne était directement passée au noyau de U. Je vais rajouter, juste pour compléter, le noyau de grand A qui s'obtient à partir de ça. Voilà. Donc ce que beaucoup avaient, c'était ça. Ils arrivaient sur, à partir de x1 égale x2 égale x3, l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1. Et souvent, ce qui coinçait, c'est mais comment est-ce que j'obtiens KU? Est-ce que c'est exactement ça? Ou est-ce que je dois faire autre chose? Alors, il y a autre chose à faire. Parce que ici, je vais mettre un petit attention sur le côté. Le noyau de A, ce sont des coordonnées, alors que le noyau de U, ce sont des vecteurs de grand E. Donc j'agrandis un petit peu ça pour que ça prenne moins de place. Tac, tac. Et je devrais pouvoir le placer à peu près ici, on va dire, c'est pas trop... Ah, j'ai un morceau qui a sauté. Voilà. Donc si je le place comme ça, c'est pas trop gênant. Donc le noyau de U, c'est pas égal à vecteur d'un 1. Il faut traduire ça en coordonnées. Conséquence, c'est ce qui va arriver ici. Je vais vous le souligner.
1, 1, 1, c'est un seul vecteur. C'est un jeu de coordonnées, il y a effectivement 3 valeurs, mais ces 3 vecteurs, ces 3 valeurs, justement, excusez-moi, constituent un seul vecteur. Lorsqu'on repasse en coordonnées, là, comme la consigne est très simple, si on a des coordonnées x1, x2, x3, on fait la somme des xk fois ek. Autrement dit ici, on va avoir une fois E1, plus une fois E2, plus une fois E3. Et donc, encore une fois, j'insiste, là, ça constitue un seul vecteur, ce E1 plus E2 plus E3. Est-ce que, pour ce passage-là, c'est à peu près clair? Parce qu'il y a beaucoup d'embrouillamini. J'attends 10 secondes, au cas où il y a des questions. Alors, petite question en vrac. Alors, je règle l'histoire d'accès tout de suite. Donc ça, c'est bon. Alors, il y a des justifications à faire. Bah, honnêtement, non. Il faut penser à traduire comme il faut, mais le fait qu'à partir des coordonnées, on fasse coordonnées fois E1 plus coordonnées fois E2 plus coordonnées fois E3, bah, c'est un peu la définition des coordonnées dès qu'on a fait l'espace de dimension finie. Après, pourquoi on fait la somme? Alors là, je peux le remettre vite fait à côté. Il faut que je trouve un petit bout de place. Hop. Je l'écrirai ici. Comment il s'appelle mon vecteur? Il s'appelle petit x. Donc si petit x, qui lui est dans grand E, a pour coordonnées xk, alors petit x, c'est la somme des xk fois ek. Et c'est la somme sur k allant de ce qu'il faut à ce qu'il faut. Donc attention ici, le truc important, c'est qu'on a bien une somme dans l'histoire. Et donc si on a une somme, bah, ça se traduit tout simplement par ici, bon, je mets un petit peu les trucs en rouge, mais ces petites additions, tout simplement. Donc si vous vous rappelez de cette histoire de somme d'xk, bah, vous savez qu'en fait il y a une addition à faire. Est-ce que c'est un peu plus clair ces histoires-là? On est bon? Alors, ok, ok. Alors, je crois qu'on a récupéré tout le monde, donc c'est parfait. On continue un petit peu. Alors, une fois qu'on a ça, alors, au niveau calcul, en vrai, il n'y a rien. Au niveau interprétation, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut juste y penser. Une fois qu'on a ça, il faut penser réflexe, dimension finie. Là, vous avez le noyau. Vous avez de manière évidente sa dimension. Alors, éventuellement, vous fendez une petite phrase. On a un seul vecteur non nul, donc c'est une famille libre, donc c'est une base. Voilà. Mais la dimension noyau, c'est 1. On a le théorème du rang, encore et toujours, qui permet de relier directement à la dimension de l'image. Ici, ça me donne la dimension de l'image qui est égale à 2. Ça peut avoir l'air de rien. Au début, il y a plusieurs qui disaient « ouais, d'accord, et alors ?» Mais en fait, c'est vachement pratique. Parce que rappelez-vous, quand on connaît la dimension d'un espace, pour trouver une base, il n'y a plus que la moitié du boulot à faire. Et ça, c'est très très fort. Ici, la moitié du boulot, c'est manifesté par une chose particulière. Il suffit de trouver deux vecteurs qui font une famille libre de l'image. On veut des vecteurs de l'image. Donc, premier petit rappel, je vais quand même le souligner dans l'histoire parce que c'est un truc assez fréquent. Ici, donc là, c'était très bien tourné. Vu que E1, 2 et 3 engendrent grand E, U de E1, U de 2, U de E3,
engendre l'image de U. Mince, j'ai fait une bêtise. Hop, c'est bon. Alors attention ici, c'est bien IMU qui est engendré par. Conséquence, pour avoir des vecteurs de l'image de U, bah, il suffit de piocher là-dedans. Et on sait qu'on est censé se débrouiller avec ces trois-là. Et en particulier, donc là, on peut directement mettre ça comme ça. Si on regarde par hasard, entre guillemets, ou plutôt par intuition, U de 1 et U de 2, on tombe sur ces deux vecteurs. On a donc deux vecteurs non proportionnels, donc une famille libre. Comme on a le cardinal, attention, au début il y avait une dimension qui traînait, comme le cardinal de la famille est égal à la dimension de l'espace, on a gagné. Donc ça, cette technique-là, je vais bien remettre un trait rouge devant, c'est très pratique. Est-ce que... Hop là, excusez-moi, je suis trop descendu d'un coup. Est-ce que pour la fin du petit A, il y a des questions? Alors, on voulait IMU ou une base de IMU. Alors, c'est pareil. Si vous donnez une base de l'image, on est bien. Ça répond complètement à la question. Alors, dans certains cas, vous pourriez ensuite préciser un peu plus, mais là, typiquement, IMU, c'est le plan, parce que finalement, c'est un plan, dirigé par les deux vecteurs E2 E3, E3 E1, bah, c'est bon, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? On est bon? Alors, pour ce qui suit, on partait un petit peu sur nos matrices. Alors, il y a une petite question là, petit b, qui est exactement le même genre que ce qu'on faisait à l'époque de l'initiation aux matrices. On calcule à carré, on calcule à cube, on se rend compte que a au carré, a au cube, excusez-moi, ça fait moins 3a. On peut éventuellement, alors bien sûr, en vrai c'est facultatif, mais très souvent, vous avez besoin de le faire pour être plus clair, on peut calculer à puissance 5. Attention, pour a puissance 5, je vais refaire dans un petit coin à côté. A puissance 5, pour le calculer, il y a juste à dire que c'est A2 fois A cube, c'est-à-dire A au carré fois moins 3A. Et on se retrouve donc avec moins 3A au cube, qui fait 9A. Donc il n'y a pas du tout besoin de repasser par les chiffres. Ici, on raisonne uniquement matriciellement. On arrive à la fameuse conjecture, il ne faut pas se faire avoir, on a déjà fait des exercices dans le genre, A puissance 2n plus 1 égale moins 3 puissance n fois grand A. Là, ça se voit. Ici, on se rend compte bien qu'il y a eu une multiplication par moins 3, qui va donc mener à des puissances de moins 3. Une petite récurrence, bon, je passe les détails, mais je vais juste dire un mot sur le côté. On raisonne avec les matrices. Ça veut dire, ici, pas du tout besoin de faire de tableau de chiffres. Ici, quand j'y ai avec les matrices, je vais rajouter un mot peut-être, pour être plus clair. On raisonne symboliquement avec les matrices. On manipule uniquement du grand A. Est-ce que pour le petit b, il y a des questions? Ça a l'air bon. Alors, le petit c, donc dernière question, c'était en déduire u puissance 2n plus 1. Alors, u puissance 2n plus 1, ce qu'il faut bien réaliser, finalement, là, c'était pas écrit officiellement. Si, c'est là. Je me disais bien que j'avais vu un truc. Voilà. Ici, le truc clé, c'est ça. Avec la propriété qu'on a vue sur le lien entre composé et produit matriciel, la matrice de G rond F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Si jamais on a deux fois l'application, la matrice de F au carré, c'est la matrice de F multipliée par elle-même.
Et de manière générale, donc, la matrice de U puissance 2n plus 1, c'est grand A puissance 2n plus 1. Conséquence, on pose bien, attention, là c'était pas mal fait, donc ce passage-là était bien. Passez bien avec les écritures en coordonnées. Ici, à partir du vecteur grand X, on pose bien la matrice de grand X comme étant égale à une colonne x, y, z, qu'on peut appeler B ensuite. On calcule ce moins 3 puissance n fois a fois b, qui est en fait, je vais le rajouter juste en dessous, là, ce qu'on est en train de calculer, c'est... C'est pénible. Excusez-moi, j'ai un petit bug technique. Il veut plus, il veut plus, il veut... Ouh là là. Ok. Ce qu'on va faire, je vais écrire à côté. Et puis après, je le redéplacerai. Donc ici, ce qu'on calcule, c'est A puissance 2n plus 1 fois grand B. Donc ça, je supprime. Et ça, je le récupère ici. Et c'est bon. Mais ici, attention, 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 je vais mettre une flèche. Là. Ici, on a les coordonnées de l'image. Ça veut donc dire qu'il faut bien repasser ensuite, exactement comme tout à l'heure, chacune des coordonnées, on la met devant les vecteurs E1, E2, E3 respectivement, et on additionne le tout. On retrouve ici les fameux petits plus caractéristiques. On fait la somme des YK fois EK. Donc, première coordonnée fois E1, plus deuxième coordonnée fois E2, plus troisième coordonnée fois E3. Et donc ça, on est repassé dans le monde des vecteurs, on va dire. On a donc bien U puissance 2n plus 1 de grand X, qui est égal à ceci.